Écoutez, merci beaucoup. Déjà, c'est vrai que je devais être parmi vous physiquement, j'ai envie de dire, mais malheureusement, ben voilà, mon avion d'hier a été tout simplement supprimé. Enfin, donc voilà. Donc c'est ce qu'on dit chez nous, hein, le mektoub, hein, c'est malheureusement voilà. Et je devais pas venir, mais je suis quand même là, donc en visio. Et d'ailleurs, c'est un exemple pratique, hein, de ce qui se passe. On parle des incertitudes. Voilà, il y a effectivement des incertitudes, mais on peut les contourner. Et ça, je pense, que c'est une des grandes leçons qu'on doit tirer. Et votre secteur de l'assurance est là justement pour le montrer, c'est que il y a des incertitudes, mais on doit être plus fort que ces incertitudes. On doit bien prendre conscience que les crises sont toujours des phases d'opportunité. Alors bon, comme j'ai beaucoup de choses à vous dire et que j'ai un temps très limité, je vais commencer tout de suite déjà pour vous dire deux bravos, j'ai envie de dire. D'abord, bravo à l'économie marocaine, puisqu'effectivement, je regardais les chiffres, depuis 1980, le PIB hors inflation au Maroc a augmenté de 342%. C'est énorme, ça veut dire que c'est 3,6% de croissance par an en moyenne, alors que si on regarde dans le monde, la croissance moyenne du PIB mondial, c'est 3,5%. Sur le continent africain, c'est autour des 2,7%. Si je prends l'Algérie à côté, c'est 2,5%. La France, 1,7%. Et donc le Maroc, je répète, 3,6% de croissance. Donc bravo à vous. Ça fait toujours plaisir d'être parmi vous. J'étais venu en 2019 et ce dynamisme économique, cette vigueur ne se dément pas. Donc bravo à vous. Continuez comme ça. Le deuxième bravo, bien sûr, c'est au secteur de l'assurance parce que, comme on va l'évoquer maintenant, on vit un monde de plus en plus complexe, de plus en plus compliqué, en grande incertitude. Et pourtant, vous êtes toujours là. Les résultats sont bons. Donc continuez comme ça. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus besoin de vous, j'ai envie de dire, puisqu'on l'oublie souvent, le rôle de l'assurance est essentiel dans l'économie, puisque c'est lui qui va permettre de protéger, d'assurer justement une certaine tranquillité, une certaine stabilité, et donc de pouvoir justement investir, innover, et c'est ça la clé. C'est-à-dire que le rôle clé de l'assurance, on va en reparler, hein, c'est bien sûr d'assurer, c'est le cas de le dire, cette stabilité, d'oublier un petit peu les tracas pour permettre aux ménages, aux entreprises également, d'investir, d'innover et à nos économies, à notre pays, de faire de la croissance. Donc, a fortiori dans cette phase compliquée, on va évidemment rentrer dans le détail tout de suite, et avec parallèlement, c'est très important, je pense, le rôle du conseil de l'assureur, parce qu'on oublie très souvent aujourd'hui, on a perdu un petit peu ce rôle et l'importance du service qui est octroyé à nos clients. Et donc ce rôle du conseil de l'assurance et de l'assureur est absolument essentiel. Je vais y revenir. Et donc justement, je suis là pour ça, pour en parler. Alors, bien sûr, on va revenir sur toutes ces crises. Alors, c'est vrai qu'on a traversé des crises assez dramatiques dernièrement, bien sûr avec le coronavirus, les risques géopolitiques, mais j'ai envie de dire, vous savez, hein, ça fait 25 ans, plus de 25 ans que je fais ce métier, à chaque fois on entend le même discours. On a connu toutes ces crises, depuis le crack Internet, le 11 septembre, la guerre en Irak, la crise des subprimes, etc. Et à chaque fois on nous sert le même discours. On nous dit ça y est, c'est la fin du système, on s'en remettra pas, etc. Et pourtant, nous sommes toujours là. Donc ça, je pense que c'est vraiment le plus important, ce que disait Nietzsche, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et donc c'est ça le vrai enjeu, c'est que les crises sont toujours des phases d'opportunité. Donc j'aurai pas le temps bien sûr de revenir sur toutes ces crises, je vais revenir juste sur les deux dernières. D'abord la crise des subprimes, parce que c'est très important, parce que c'est une règle de vie qui est ici. Vous savez que l'économie, c'est pas une science exacte, hein, c'est une science humaine qui évolue avec le temps. Et d'ailleurs, c'est pourquoi les assureurs sont là justement pour garantir cette stabilité. Mais néanmoins, il y a des règles qui ne changent jamais. Et parmi cette règle, il y a la suivante que vous devez dire à vos clients, qui est que plus le rendement augmente, plus le risque augmente. C'est-à-dire, si vous voulez gagner d'argent, si vous voulez avoir un rendement élevé, il faut prendre des risques. Si vous ne voulez pas prendre des risques, hein, ce qui peut se justifier, vous devez vous contenter de rendements faibles. Voilà. Si on raisonne comme ça dans sa vie, on n'aura pas trop de surprises. Le problème, c'est que l'être humain est ainsi fait, il y a une sorte de cupidité humaine qui veut toujours transformer cette règle. Moi, ça m'arrive quasiment tous les jours. On me dit, vous n'avez pas un petit tuyau, là, voilà, j'ai un peu d'épargne, je voudrais investir, gagner de l'argent facilement, mais sans risque. Voilà. Ben non, ça n'existe pas. Ou alors, c'est bien sûr, c'est des délits d'initiés, et là, c'est du pénal, donc c'est évidemment très dangereux, je vous le conseillerais pas. Mais si on revient très rapidement sur cette crise des subprimes, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, et je l'ai vu de l'intérieur, à l'époque, j'étais chef économiste d'une grande banque française, et c'est vrai que, globalement, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu transformer cette règle. On a voulu laisser croire qu'on pouvait augmenter le rendement sans augmenter le risque. Donc, pour faire rapide et très simple, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris ces dettes subprimes, donc extrêmement dangereuses, octroyées à des ménages non solvables, qu'on a transformées, ce qu'on appelle la titrisation,
et les produits ainsi créés, des sortes d'obligations entre guillemets, étaient notés triple A par les agences de notation. Donc ça, évidemment, c'était le drame. Il y avait certaines banques qui avaient créé des produits qu'on appelait des SICAV monétaires dynamiques. Vous voyez, rien que le nom, déjà, il y a un problème. C'est-à-dire, SICAV monétaire, ça veut dire monétaire, c'est sans risque, dynamique à rendement élevé. D'où vient le rendement? Évidemment, des subprimes. Sauf que lorsque les subprimes explosent, eh bien, ce produit explose complètement. C'est-à-dire qu'il perd pas 10 à 15%. Il disparaît complètement, il ne vaut zéro. Et c'est ça aujourd'hui qui est très dangereux, c'est que malheureusement on revient régulièrement, il y a maintenant les crypto-monnaies qui sont là, alors c'est que c'est très à la mode évidemment, mais là aussi il faut être extrêmement prudent. Il y a énormément, on parle que de ceux qui ont gagné de l'argent évidemment, mais là aussi, et c'est le rôle de l'assureur, de dire attention, soyez prudents, n'oubliez jamais ce couple rendement-risque. Si vous voulez un rendement élevé, il y aura effectivement un risque élevé. Alors, le problème, c'est que depuis cette crise des subprimes, donc on a sauvé le monde en 2008-2009, sauf qu'on a activé une nouvelle politique, entre guillemets, qu'on avait pratiquée lors du crack de 29, qu'on appelle tout simplement la relance budgétaire, ça tout le monde connaît, mais qu'on a couplé avec ce qu'on appelle la planche à billets. Donc c'est quoi la planche à billets? Et là évidemment on va arriver à ce qui nous concerne aujourd'hui, et peut-être le plus grand risque qui nous concerne. La planche à billets, ça veut dire qu'en gros, pour créer de la monnaie normalement, en temps normal, on doit avoir ce qu'on appelle des contreparties de la masse monétaire. Ça veut dire de l'or, des devises, qu'on appelle les réserves de change, et des titres, notamment des obligations d'État. Ça, donc, ça veut dire qu'avant de créer de la monnaie, la Banque centrale doit avoir ça à son actif. La planche à billets, c'est quoi? C'est que je n'ai pas de contrepartie monétaire, mais c'est pas grave, je crée quand même de la monnaie ex nihilo, donc à partir de rien, et avec cette monnaie artificiellement créée, évidemment, je vais financer la dette publique, le déficit public. Et ça, évidemment, c'est très dangereux parce que à ce moment-là, ce qu'on appelait l'argent magique, eh bien, le financement public est automatiquement financé, évidemment, cette dette publique. Et donc, évidemment, c'est très dangereux parce que plus la dette publique augmente, normalement, plus les taux d'intérêt augmentent. Et là, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2015 et surtout avec le coronavirus? C'est que plus la dette publique augmentait, plus les taux d'intérêt baissaient. Et moi qui, depuis des années, vois tous les dirigeants français, depuis l'Élysée jusqu'à Bercy, etc., quand je leur disais, faites attention, n'augmentez pas trop votre dette publique parce que les taux d'intérêt vont augmenter, et si les taux d'intérêt augmentent, ça casse l'activité économique, ils avaient un petit peu peur, si vous voulez. Ils essayaient de limiter les dégâts. Or là, on me disait, non, regardez, plus j'augmente la dette, plus les taux d'intérêt baissent. Et c'était un piège, évidemment, dans lequel on est tombé, sauf que maintenant, on est en train de payer la facture. Puisque ça, c'est une autre règle de base de l'économie, et qui est toujours vérifiée, c'est que quand on crée trop de monnaie par rapport à la réalité économique, donc on augmente la demande par rapport à l'offre artificiellement, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'ajuste? Eh bien, ce sont les prix qui augmentent. Donc si vous créez trop de demandes par rapport à l'offre, eh bien l'inflation augmente. Et ça c'est très important parce que le nouveau risque il est là, c'est-à-dire que l'inflation a commencé dès 2021, ça n'a pas commencé avec la guerre en Ukraine, ça a ajouté évidemment cette inflation. L'inflation a commencé dès 2021. Et donc malheureusement les banques centrales ont laissé faire, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans la zone euro, et donc l'inflation est devenue incontrôlable. Et aujourd'hui nous parlons, certains nous disent ça y est, il n'y a plus d'inflation. Non, l'inflation est en train de redémarrer malheureusement. Je donne souvent cette image, l'inflation c'est comme le dentifrice, c'est-à-dire une fois qu'il est sorti du tube, on ne peut pas le remettre. Et là c'est exactement pareil, on a laissé filer l'inflation et maintenant elle est devenue incontrôlable. Tout ça à cause de cette planche à billets excessive. Et ça c'est le risque principal aujourd'hui qui nous menace. Alors bien sûr on a arrêté la planche à billets. Le problème c'est que quand vous avez arrêté cette planche à billets, eh bien les taux d'intérêt, et ça c'est très important pour le secteur de l'assurance, les taux d'intérêt donc monétaires et également des obligations d'État ont augmenté. Et si je prends le cas de la France, par exemple, aujourd'hui, eh bien, chaque année, la charge d'intérêt de la dette, le coût de la dette, juste les intérêts de la dette, ça nous coûte entre 50 et 75 milliards d'euros. Vous voyez, comme beaucoup me disaient, non, la dette, on s'en fiche, c'est pas grave, c'est les générations futures qui paieront. Déjà, c'est pas sympa pour elles, et surtout, c'est faux. C'est nous qui payons aujourd'hui, rendez-vous compte, 75 milliards d'euros, c'est le premier poste des dépenses du budget de l'État français, et c'est un peu le cas un peu partout en Europe, même si certains pays ont fait plus d'efforts que les Français, et ça c'est très dangereux parce que ça met en cause la stabilité de nos économies. Et d'ici la fin du mois d'avril, au plus tard fin mai, les agences de notation risquent de dégrader la note de la France. Et là, évidemment, ça veut dire un risque financier qui revient et donc qui est extrêmement important. Et donc c'est ça le plus important, c'est que cette planche à billets a laissé croire que les crises n'existaient plus. Regardez les marchés boursiers, quoi qu'il arrive,
continue d'augmenter. On a vu pendant le coronavirus, ça s'est effondré, je dirais, de 30%, même plus, en quelques semaines. Et puis, quelques mois plus tard, on avait retrouvé le niveau d'avant le coronavirus. La guerre en Ukraine, pareil. Les risques géopolitiques, pareil. Les marchés ne veulent plus voir la réalité en face. Ils sont, entre guillemets, shootés, si vous préférez, à la liquidité. Il y a trop de liquidité dans le monde. Et ça va être, évidemment, à gérer. C'est le principal risque que nous devons avoir à gérer, notamment dans le secteur de l'assurance. Et c'est là où, évidemment, l'assureur doit prendre des positions sur le long terme et ne jamais oublier, effectivement, ce couple rendement-risque que j'évoquais tout à l'heure. Alors, sur ça c'est évidemment d'un point de vue plus, je dirais, lié à la conjoncture financière, mais il y a en plus d'autres risques que nous devons tous gérer. C'est par exemple le risque géopolitique. Évidemment, on est en plein dedans aujourd'hui. Alors là, évidemment, on ne maîtrise pas tout, mais il y a également d'autres risques. Par exemple, les risques climatiques. Et là, c'est vrai que j'entends souvent, et ça c'est vraiment un grand danger, on nous dit souvent, oui, mais arrêtez avec votre croissance économique, puisque on peut pas continuer à faire de la croissance comme ça indéfiniment, puisque la Terre est ronde. Donc on vit dans un monde fini, donc la croissance infinie dans un monde fini, techniquement, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On dit, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire de la décroissance. Alors ça, c'est le mot à la mode, c'est-à-dire décroissance, c'est une baisse du niveau de vie. Et ça, c'est évidemment extrêmement dangereux. Alors, notamment pour les pays en difficulté, pour les pays émergents, pour les pays pauvres. Et je veux juste donner un chiffre très important. Et là, on voit l'importance de la croissance, des échanges, du commerce, effectivement. Comme j'évoquais tout à l'heure, le Maroc se positionne très bien de ce point de vue-là, et bravo encore à vous. Mais c'est vrai que nous avons une situation où, dans les années 80, écoutez bien ce chiffre incroyable, vous aviez à l'époque la moitié de l'humanité qui vivait sous le seuil de pauvreté extrême, avec moins de $1 par jour, la moitié de l'humanité. Aujourd'hui, grâce notamment effectivement à cette croissance, à cette mondialisation, à ces échanges, à cet investissement, cette innovation, tenez-vous bien, la part de la population mondiale qui vit sous le seuil de pauvreté extrême est tombée à 8,5%. On part de 50% à 8,5%. Ça, c'est un progrès humanitaire exceptionnel, si vous voulez. Donc, si vous dites demain, on fait de la décroissance, on a vu pendant le coronavirus, quand on a voulu arrêter le monde, là, le nombre de pauvres dans le monde a augmenté de 200 millions de personnes en quelques semaines. Donc, si vous faites de la décroissance, c'est absolument impensable. C'est-à-dire que vous allez avoir, évidemment, une destruction de richesses, une destruction d'emplois, mais pour les pays, entre guillemets, développés ou riches, même eux, ils vont avoir des difficultés, puisque si vous n'avez pas de croissance et une baisse de l'emploi, donc le chômage augmente, donc on a des risques sociaux et sociétaux dramatiques. Donc la décroissance n'est pas la solution. Et c'est là où effectivement l'assurance, le secteur de l'assurance va son rôle à jouer. Pourquoi? Parce que l'assurance, donc justement, elle collecte des sommes qu'elle va garder sur du long terme pour investir. Donc quel est le seul moyen justement de faire de la croissance infinie dans un monde fini? C'est en optimisant l'existant au travers du progrès technologique. Ça veut dire qu'on a le même monde, mais on va innover, on va trouver des nouvelles sources de technologiques, et pas seulement, notamment de création de richesses, par exemple dans les services. Et donc c'est ce qui va permettre là aussi de créer de la richesse sans trop détruire la planète. Vous savez, des fois on me dit, alors maintenant on va plus pouvoir prendre l'avion. Bon, ça a été mon cas hier, comme vous le savez, malheureusement. Mais là on va vous imposer à prendre 4 fois l'avion dans votre vie. C'est quand même dramatique, vous voyez. Moi, j'aurais préféré qu'on lui dise on va inventer un nouvel avion, un avion à hydrogène, par exemple, qui va nous permettre justement de voyager. Et c'est ça, je pense, le vrai enjeu. C'est que il faut pas avoir cette vision réductrice du monde, mais avoir une dynamique. Et ça passe par l'investissement. Et qui sont aujourd'hui justement les financiers de l'investissement innovant, ce qu'on appelle également dans l'économie verte, c'est notamment le secteur de l'assurance. Donc là, c'est un moyen formidable parce que ça va vous permettre de financer l'économie et également de générer une croissance forte et d'éviter justement la décroissance. Et parallèlement, quand on parle aujourd'hui de pollution, de protection de l'environnement, là aussi on peut innover pour développer là aussi des nouvelles sources de création de richesse. Alors, autre élément très important, c'est comme vous le savez, c'est un avantage, on vit de plus en plus vieux. Donc, tant mieux, bien entendu, encore faut-il être en bonne santé. Mais le problème, c'est que ça pose une question de financement de la retraite. Et là aussi, c'est un grand risque, puisque on voit ce qui se passe par exemple aujourd'hui en France, la retraite par répartition n'est plus du tout financée. Donc il faut une retraite par capitalisation. Et là, encore une fois, le secteur de l'assurance est un secteur clé, puisque c'est lui qui va financer cette retraite par capitalisation, et donc nous permettre là aussi
de financer la retraite et donc d'investir sur les long terme. Regardez ce qui se passe, notamment aux États-Unis, parce que là-bas on a des fonds d'investissement, pas seulement, on a également ça en Allemagne, un peu partout dans le monde. Eh bien, ça permet de financer l'investissement sur le long terme. Quand on parle des GAFAM, tout à l'heure vous avez parlé de l'intelligence artificielle, qui sont aujourd'hui les leaders, malheureusement pour nous, ils sont américains. Et pourquoi ils sont américains? Parce que justement, il y a des fonds d'investissement privés qui financent sur le long terme. C'est-à-dire, quand vous avez de l'épargne bloquée 30 ans, 40 ans, vous pouvez prendre des risques, vous pouvez assumer des pertes. Mais pendant ces 30 à 40 ans, vous aurez effectivement les blue chips, comme on appelle, les entreprises qui seront gagnantes. Et là, encore une fois, c'est le rôle de l'assurance. C'est le rôle clé de l'assurance. Donc, on est dans un monde d'incertitude, mais on va pouvoir justement inverser, transformer ces incertitudes grâce à l'investissement pour créer un monde en croissance. Donc s'il y a plus de croissance, effectivement, ça fait baisser le chômage, et donc ça crée de la dynamique économique. Alors il y a également d'autres enjeux, bien entendu, ce qu'on appelle par exemple la cybersécurité, et là aussi c'est absolument important que l'assurance doit justement sensibiliser ses clients sur ce risque qui est énorme aujourd'hui. Il y a des hackings un peu partout dans le monde, dans toutes les entreprises. Et donc là aussi, on doit créer des produits ad hoc pour assurer ces risques. Et donc là aussi, vous voyez que un facteur de danger devient une opportunité, notamment pour le secteur de l'assurance. Bon, je vois que le temps avance et j'ai plus beaucoup de temps, mais c'est que quels sont les grands risques maintenant pour 2024-2025? Alors, je l'évoquais tout à l'heure, bien sûr, on a l'inflation qui va rester élevée. Je veux dire, je ne vais pas vous mentir. On voit les prix du pétrole qui sont autour des $90 le baril. On était à $72 il y a quelques mois. On voit également les prix de beaucoup de matières premières alimentaires. Le cacao, par exemple, le café, le blé, etc., qui restent très élevés. Et quand on regarde l'indice CRB de l'ensemble des matières premières, toutes les matières premières dans le monde, alors ça avait augmenté de 200% entre 2020 et 2022. Après, ça a baissé de 23%. Et là, tenez-vous bien, depuis le début de l'année 2024, ça a augmenté de 15,5%. Donc l'ensemble des cours des matières premières a augmenté de 15,5%, et ça, ce n'est pas encore dans l'inflation d'aujourd'hui. Donc ça va arriver sur l'inflation de demain. Donc l'inflation va rester élevée. Donc si l'inflation reste élevée, les banques centrales ne pourront pas baisser leur taux d'intérêt. C'est très important. C'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs se sont dit, ça y est, 2024, les taux d'intérêt vont baisser, tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et non, les taux d'intérêt, ils vont un petit peu baisser, notamment dans la zone euro. La BCE va baisser un petit peu sur l'intérêt, mais de façon très limitée. On est à 4,50% de taux monétaire, on ira à 4 peut-être, et même aux États-Unis, on est à 5,50, ils iront à 5 maximum. Donc les taux d'intérêt vont rester élevés, et parallèlement, les taux d'intérêt des obligations d'État aussi vont rester élevés, en particulier évidemment en France, puisque comme j'ai évoqué tout à l'heure, on risque d'être dégradé. La dette publique française continue d'augmenter. L'année dernière, en 2023, on est le seul grand pays de la zone euro, donc la France, où la dette publique et le déficit public a encore augmenté. Il y a tous les pays de la zone euro ont fait des efforts, sauf nous. Donc là, on met en danger, bien sûr, la France, mais également l'ensemble de la zone euro. On voit qu'aujourd'hui, nos voisins allemands ne sont pas du tout contents, et ils ont raison. C'est-à-dire qu'eux, ils ont tenu leurs engagements, et pas que les Allemands, les Hollandais, effectivement, la plupart des pays, même les Italiens, les Espagnols, les Portugais, ont fait des efforts énormes. Et nous, les Français, on n'a pas fait. Et donc là, ça ne passe plus. Donc ça, c'est un vrai danger à moyen terme, et ça, c'est un risque considérable d'une déstabilisation de la zone euro. Je ne parle pas de fin de la zone euro, mais néanmoins, on peut avoir des difficultés, et là aussi, il faut l'intégrer, évidemment, dans nos scénarios de risque. Après, on pose souvent la question, évidemment, pour moi, le grand risque, alors je vous rassure, c'est pas pour tout de suite, ça serait la fin de l'hégémonie du dollar. Alors, vous savez que les Chinois veulent concurrencer le dollar, ils savent que pour détrôner les États-Unis, ils doivent avoir une monnaie concurrente du dollar, donc le yuan en l'occurrence. Ils ne sont pas encore prêts, ça va arriver dans 10-15 ans. Et le jour où ça arrivera, évidemment, là le dollar va s'effondrer, et les États-Unis également vont s'effondrer. Ça sera évidemment une crise mondiale encore pire que les subprimes, etc. Mais bon, je vous rassure, c'est pas avant 10-15 ans. Donc on a encore le temps, on aura le temps de se voir d'ici là, de prendre les bons contrats d'assurance d'ici là. Mais les gens vont gérer chaque crise en son temps, et notamment celle-ci. Donc, comment faire, encore une fois, je vais terminer, face à ces crises, évidemment, il faut constamment, en particulier dans votre secteur, innover, investir. Et vous êtes là pour ça, pour permettre aux entreprises, notamment à vos clients, de leur dire, voilà, nous on est là pour vous assurer tous ces risques, et vous, par contre, continuez d'investir, continuez d'innover. Et donc, pour terminer, parce qu'il ne reste plus que 2 minutes, j'ai envie de dire que, pour nous maintenant, enfin vous, le secteur de l'assurance, et pour chacun d'entre vous qui êtes là aujourd'hui, comment doit-on faire pour essayer d'être des gagnants de cette crise? J'ai envie de dire, vous devez en permanence mettre en place
des stratégies anti-crise. Alors il y en a plusieurs évidemment, moi j'en mets 4 en avant. D'abord, des stratégies de niche sur des produits, des services qu'on est les seuls à faire et pour lesquels on a un savoir-faire. C'est évidemment votre cas, j'en suis sûr. Et donc, ce savoir-faire, deuxième stratégie, il faut le faire savoir. Et donc, bravo à toute l'équipe, évidemment, des rendez-vous de l'assurance Casablanca, parce que c'est important de communiquer justement sur le secteur de l'assurance, sur les niches que vous pouvez proposer. Et là, vous allez créer une demande, vous allez convaincre des clients en disant voilà, on a des niches, on a un savoir-faire. Si on fait savoir ce savoir-faire, on va évidemment capter de nouveaux clients. Troisième stratégie, je l'évoquais tout à l'heure, l'innovation. Et bien sûr, faites attention, également, il faut faire des efforts de formation, parce que ça sert à rien d'innover si on n'a pas la main-d'œuvre en face. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de pénurie de main-d'œuvre, donc il faut constamment développer la formation. Et ça aussi, c'est un de vos rôles importants pour permettre justement d'avoir la qualité, les ressources humaines, comme on dit, qui va permettre justement de dynamiser vos entreprises. Et puis, dernière stratégie, avoir une stratégie donc de développement à l'international, et c'est évidemment la preuve avec toutes les nationalités qui sont représentées aujourd'hui, très important d'avoir cette ouverture sur le monde et de pouvoir justement capter des clients à travers le monde. Donc il faut avoir cette ouverture. Si on a ces 4 avantages, avec bien sûr peut-être le plus important également, le service à la clientèle. Ça c'est vraiment, je pense qu'on ne le dit pas assez, en particulier dans votre secteur d'activité. L'assurance, c'est un secteur de service, bien entendu, et donc le service à la clientèle doit être irréprochable. Il faut évidemment, et là vous allez gagner des parts de marché, parce que ceux qui ne le feront pas, eh bien ils vont perdre les clients. Par contre, ceux qui ont un service parfait, d'excellence, notamment dans l'assurance, ça veut dire avec une réponse aux clients, je dirais une réactivité très forte, alors là vous allez gagner des parts de marché. Donc, pour conclure, si on fait ça, eh bien évidemment, à ce moment-là, vous allez être tous et toutes des gagnants de cette crise, des crises à venir, et surtout vous allez permettre de développer l'activité économique, que ce soit au Maroc ou dans tous vos pays. Et donc, si la croissance est là, vous savez, la croissance, c'est pas une fin en soi. Hein. Souvent on me dit, ce qui compte, c'est pas le PIB, c'est le BIB. Vous savez, le BIB, c'est le bonheur intérieur brut. Bon, certes, mais encore, pour être heureux, il faut un petit peu de revenus. Et donc, c'est ça le but du PIB, c'est que si j'ai plus de croissance, eh bien, j'ai plus d'emplois. Il n'y a pas d'emplois sans croissance. Si j'ai plus d'emplois, j'ai plus de revenus, plus d'investissements, plus de consommation, plus de contrats d'assurance. Hein, on n'est pas que des philanthropes. On a plus de business, et à ce moment-là, eh bien, si on a plus de business, d'investissement, de consommation, d'emploi, de revenus, on a donc tout simplement plus de réalisation économique, et puisque c'est le mot à la mode, on a donc tout simplement plus de bien-être ou plus de bonheur économique. Du moins, c'est tout le mal que je nous souhaite, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup et à très bientôt. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.